Hello, hello, bienvenue sur le podcast Pro et Serein, où nous pensons que les techniques qui facilitent la vie pro et perso devraient être connues du plus grand nombre. Nous testons et validons pour vous ce qui, selon nous, marche le mieux, pour vous permettre de vivre votre vie selon vos propres termes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous continuons les questions fréquemment posées, notamment par rapport à la méthode GTD que nous avons pu rassembler dans les formations et coachings divers. Un nouvel épisode sur les questions les plus fréquentes à propos de GTD, il y en aura un troisième, et je vous souhaite une bonne écoute. Donc, si je me souviens bien de la méthode, c'est 2 fois par jour qu'on vide les inbox. 2 fois par jour, on va dire que c'est une recommandation qu'on fait comme ça. Après, c'est à chacun d'adapter vraiment suivant son activité. Il y a des personnes pour qui ça suffira de le faire 1 fois par jour. Et il y a des personnes pour qui 2 fois par jour, relever ses emails 2 fois par jour, par exemple, n'a pas de sens parce que dans leur environnement, soit ça ne se fait pas, soit ça peut être délicat vis-à-vis de leurs interlocuteurs, etc. Bon, c'est à chacun d'adapter. Alors évidemment, je sors les gens qui sont en support technique, leur métier c'est de répondre aux mails. Donc ça, c'est vraiment hors catégorie. Mais même si vous n'êtes pas dans ce cas-là, quelqu'un qui n'est pas dans ce cas-là peut avoir envie de relever ses mails toutes les heures, il n'y a pas de problème. Par contre, ce à quoi on va inviter les gens, c'est si vous relevez vos mails, prenez l'engagement envers vous-même de tout de suite clarifier ce que veulent dire ces mails. C'est-à-dire de ne pas aller lire plusieurs fois la même chose parce que ça ne sert à rien finalement. La plupart des gens lisent 5, 6, 7, 8 fois le même mail avant d'en faire quelque chose. Nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est du one touch. Si vous décidez d'aller lire vos mails, ok, c'est bon. Mais alors, videz votre inbox à zéro à chaque fois. Et donc, si vous décidez d'y aller toutes les heures, quelque part, vous prenez l'engagement avec vous-même d'aller toutes les heures vider votre inbox à zéro. Vider l'inbox à zéro, je rappelle, c'est pas forcément traiter ce que ça veut dire, traiter ce que ça te demande, pardon. Ça veut dire identifier ce qu'il faudra faire pour le faire quand ça sera le bon moment. Donc, j'identifie qu'il y a un appel à passer à telle personne, je note ça sur ma liste d'appels, et voilà, là c'est traité, je peux sortir l'email de l'inbox. Au moins, je serai rappelé de l'appel quand je regarderai ma liste d'appels. Et alors, il y a une revue hebdomadaire. Souvent, les personnes qui implémentent GTD sont pas très à l'aise avec cette revue hebdomadaire. Oui. Pourquoi Personne n'est vraiment à l'aise avec ça s'il ne le fait pas déjà avant. C'est vraiment un point sur lequel on a tous lutté. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à mettre en place et c'est des choses, je vois bien autour de moi, c'est une habitude qui est difficile à mettre en place, avoir cette espèce de rendez-vous régulier. Pourquoi exactement ? Je ne sais pas si je pourrais le dire, je ne sais pas si je sais pourquoi. C'est une question d'habitude. La seule étude vraiment valable qui a été faite sur comment créer une habitude montre qu'en gros, pour créer une habitude, en moyenne, il faut entre 18 et 254 jours. C'est-à-dire qu'en gros, on n'en sait rien, quoi. C'est un espace tellement large que ça ne veut rien dire. Parce que quoi ? On s'aperçoit quand on voit cette étude que finalement, ça dépend de plein de choses, créer une nouvelle habitude. Ça dépend d'abord de l'effort que ça me demande. Ça dépend de moi-même, de mon habitude, de mon moral, de mon mode de fonctionnement. Est-ce que je suis plutôt régulier ? Est-ce que je suis plutôt allergique à tout ce qui est répétitif ? Ça va dépendre de mon humeur, ça peut dépendre de ma fatigue, ça peut dépendre de tellement de choses que finalement, la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de la faire régulièrement. J'ai remarqué quand même un truc, c'est que si vous avez déjà une habitude qui revient toutes les semaines, même si ça n'a rien à voir avec la revue hebdomadaire, c'est une bonne idée d'accrocher la revue hebdomadaire dessus. C'est-à-dire si vous savez qu'il y a quelque chose qui revient, qui est vraiment là tout le temps. Par exemple, vous allez faire du sport toutes les semaines à cet endroit-là. Ou si vous faites cette chose tout le temps régulièrement, ou si vous avez une réunion d'équipe qui revient toutes les semaines. En général, il y a pas mal d'entreprises dans lesquelles il y a une réunion d'équipe. Ça peut être une bonne idée d'accrocher la revue hebdomadaire à ça, de se dire, ok, il y a ma réunion d'équipe, donc juste avant, je fais ma revue hebdo. Et comme ça, en plus, j'arrive à la réunion d'équipe, moi je suis tout à fait en contrôle et en perspective sur ce que j'ai à faire. C'est très, très confortable, très agréable. Donc, essayez de trouver dans votre agenda, dans ce que vous faites de manière hebdomadaire, s'il y a quelque chose qui revient tout le temps, et vraiment accrocher la revue hebdomadaire à ça, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Si vous n'avez pas ça, ça va être plus difficile, et franchement, il n'y a pas de règle. Ça paraît pas évident, et en même temps, la revue hebdomadaire, elle est beaucoup plus facile qu'on pense. C'est-à-dire qu'au début, quand on se dit... Parce que finalement, on présente comment la revue hebdomadaire ? On dit aux gens, vous allez faire le point sur votre vie pro et perso 1 fois par semaine. Forcément, quand on dit comme ça, moi, si j'entends ça comme ça, je me dis, waouh, 1 fois par semaine, il faut que j'aille voir tous mes projets, où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce que j'ai à faire, comment on fait ça. Cette espèce de grande revue de projet sur tous mes projets, dont je rappelle qu'il y en a quand même une 60aine, entre 60 et 100, et sur toutes les semaines, il faut que je fasse vraiment le tour de tout ça, etc. Alors qu'en fait, c'est pas ce qu'on vous demande. C'est pas ce que la méthode demande. La méthode demande juste qu'on fasse le point, mais en des termes très précis. C'est-à-dire, c'est vraiment check, not check. J'ai fait ou j'ai pas fait. C'est pas travailler sur le projet. Quand je fais ma revue hebdo, si je tombe sur un projet, j'ai juste 2 choses à faire. Est-ce que ce projet a une prochaine action ? S'il n'a pas de prochaine action, là, il faut que j'en trouve une. Mais s'il a une prochaine action, ok, super. Et est-ce que ce projet est toujours valable ? Est-ce que c'est toujours bien ça que je me propose de faire ? Parce que des fois, le projet peut changer, peut être annulé, ou être conservé, mais le but est modifié. Donc à ce moment-là, je reflète le changement. Mais finalement, si je lis un projet et je me dis, ok, il a sa prochaine action, ok, c'est toujours ça que je veux faire, je passe directement au suivant. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple, c'est vraiment check, no check.
Et on peut voir une liste de 60 projets, on peut la voir en une dizaine de minutes, même pas. Il y a cette espèce de truc de se dire que la revue hebdomadaire est une espèce de truc énorme et que ça va nous demander beaucoup d'énergie. Alors ça demande un peu d'énergie, c'est sûr, hein. C'est pas un truc qu'on peut faire quand on est vraiment cramé, ça demande de l'énergie, mais pas tant que ça. Et c'est vraiment davantage un point. Et le truc, c'est d'arriver à la faire une fois ou deux. Alors, il y a des guides méthodos qui peuvent vraiment aider à ça, les 11 points de la méthode. Arriver à la faire au moins une fois, déjà, normalement, donne un premier sentiment de contrôle et en général, c'est super agréable. J'ai pas mal de clients qui me disent que c'est mieux qu'un spa. Donc ça vaut quand même le coup d'essayer. et voilà, ça apporte un confort de vie, vraiment. Mais je reconnais que c'est pas forcément évident. Et alors, dans l'implémentation, quelquefois, ce qui se passe, c'est qu'on laisse tomber GTD au bout de quelques semaines, alors que pourtant, on a vraiment envie que ça fonctionne. Pourquoi ça, quelquefois, on laisse tomber, alors qu'il y a cette envie sous-jacente? Alors, c'est pas forcément quelquefois au sens où c'est vraiment plus nombreux que ça. Enfin, je crois pas connaître une personne qui ait réussi à implémenter GTD du premier coup et qui soit jamais tombée du wagon, comme on dit. Je crois que ça nous est tous arrivé de mettre en place le truc et puis de laisser tomber au bout de quelques semaines ou quelques mois, et puis de se remettre en selle, et puis parfois de retomber encore et de se remettre en selle une troisième fois. Ça nous est tous arrivé, ça. Pourquoi ? Parce que c'est quand même un changement d'habitude, et c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule habitude à changer. Tu vois, là, on vient de parler justement de mettre en place l'habitude de la revue hebdo. Bon, celle-là, elle est centrale. Et à mon sens, c'est... Et ce qu'on voit de retour d'expérience chez David Allen compagnie, c'est que vraiment les gens qui ne font pas la revue hebdo laissent tomber immanquablement au bout de quelques semaines. C'est juste obligé. Parce que finalement, à quoi elle sert cette revue hebdomadaire ? Elle sert juste à faire la maintenance de nos listes. C'est ça, hein. Et donc, si je ne fais pas la maintenance de ces listes, forcément les listes sont plus à jour. Et si la liste n'est plus à jour, quand je la regarde, je vois bien qu'elle n'est pas à jour. Et du coup, finalement, je finis par plus m'en servir. Donc si je m'en sers plus, j'ai aucune envie d'aller remplir une liste qui n'est pas à jour. Tu vois, et d'essayer de travailler à partir de ça. Et donc forcément, je laisse tomber les listes au bout d'un moment, et donc je repars comme avant. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le point central. C'est qu'en général, si quelqu'un me dit « Ouais, j'ai fait GTD, mais j'ai pas réussi, j'ai laissé tomber au bout d'un moment », dans 90% des cas, je demande « Est-ce que vous faisiez la revue hebdo ?» Et la plupart du temps, j'avais « Ah ouais, non, c'est le truc que je faisais pas ». Réécoutez ce qu'on a dit juste avant, mais voilà, il faut arriver à mettre ce truc-là en place. Après, donc ça c'est une première habitude. Après, il y a d'autres habitudes. Quelqu'un qui a toujours compté sur sa mémoire, par exemple, pour se rappeler ce qu'il avait à faire, quelque chose qui peut fonctionner un certain temps, mais dont vraiment tout nous montre que, en plus, avec l'âge, on va dire, les capacités à ça se dégradent, en tout cas, la fiabilité se dégrade. Quelqu'un qui a toujours pris l'habitude de faire ça a une réticence à noter les choses, parce que ça lui paraît superflu, ça lui paraît... pas nécessaire, ou alors il va noter certaines choses qui paraissent plus importantes, mais pas d'autres, parce qu'il dit ça vraiment c'est changer l'ampoule de la salle de bain, franchement je vais pas noter ça, quoi, parce que je me rappellerai, je ferai bien, et on s'aperçoit que oui d'accord il le note pas, mais en même temps c'est le truc qui se fait 6 mois après. Donc c'est vraiment une habitude de se vider le cerveau. Mais c'est pareil, après c'est le bénéfice qu'on en retire, c'est la tranquillité d'esprit que ça donne, et que finalement la tranquillité elle arrive quand on a vraiment tout noté, parce que là du coup le cerveau se dit ok tout est là-dedans, donc j'ai même plus à faire l'effort de me rappeler quoi que ce soit. Mais c'est aussi une habitude à prendre. J'ai rencontré aussi des gens qui avaient une réticence à noter simplement parce que pour eux noter quelque chose signifiait s'engager, mais s'engager formellement, prendre un contrat avec eux-mêmes ou avec la personne comme quoi ils allaient faire ça, et ils n'avaient pas envie en fait. Ils disaient ok je veux bien le faire mais je veux pas forcément m'engager à faire le truc. Donc là c'est dépasser ça, c'est se dire que ces listes, ces choses qu'on note sont pas des obligations, sont des propositions. C'est ce qu'on se propose de faire, c'est ce qui nous intéresse de faire, ou c'est ce qu'on accepte de faire. Éventuellement, si jamais c'est vraiment au niveau hiérarchique. Mais c'est en aucun cas quelque chose qu'on est obligé de faire, on a toujours le choix de faire ce qu'on a à faire, de faire ce qu'on note. D'accord ? C'est-à-dire, en tout cas, on a le choix de choisir. C'est pas parce que c'est dans le système qu'on est obligé de le faire. Exactement, on peut choisir autre chose à la place. Il y a toujours cette capacité au choix. Justement, là, on parlait du fait que quand on implémente le système, et particulièrement si on fait pas la revue hebdomadaire, de temps en temps, on tombe du vélo, quoi. Ça n'empêche pas d'y revenir. Dans un système, par exemple, je suis dans une équipe au travail avec d'autres collaborateurs, d'autres partenaires. Si jamais je suis le seul à appliquer GTD, est-ce que même pour moi, ça fonctionnera ? Oui, surtout, c'est-à-dire que GTD au départ, c'est de la productivité personnelle. C'est-à-dire qu'on parle vraiment de la personne uniquement, comment la personne peut faire pour s'en sortir dans son quotidien, professionnel ou personnel, avec tout ce qu'elle a à faire. Donc c'est vraiment au départ centré sur l'individu. L'idée étant, plus vous êtes dans un environnement chaotique, plus vous avez intérêt à avoir un système qui tient la route. Donc même, et j'allais dire surtout, si vous êtes dans un environnement où les autres ne font pas ça, où vraiment c'est très chaotique, très confus, on ne sait pas trop qui fait quoi comment, etc., vous avez d'autant plus intérêt, vous, sur votre périmètre, à être
bien bordé. Donc ça, c'est la première réponse. Après, évidemment, si c'est quelque chose qui peut se transférer à l'équipe, super. C'est vrai que les équipes, quand on arrive et on finit par coacher ou former une équipe à la méthode, on observe des trucs vraiment sympas. C'est-à-dire qu'on retrouve un regain de confiance parce qu'on a un langage commun. C'est-à-dire que je sais que si je lui mets un truc dans son inbox, il va en faire quelque chose. Si je mets quelque chose dans sa boîte de réception, il va prendre une décision là-dessus. Je dis pas forcément que la décision ira dans mon sens, mais au moins je sais qu'il va pas laisser tomber le truc. Il n'y a pas besoin de le relancer 28 fois. Je sais que si il me dit que je suis sur sa liste d'attente, c'est qu'il attend un truc qu'il m'a délégué et qu'effectivement c'est dans mon système. Bon là il y a une espèce de fonctionnement comme ça, qui est assez sympa, qui donne un vocabulaire commun, vraiment un outil commun aux gens, et on observe des équipes qui finalement se font davantage confiance, ont davantage de complicité, sans pour autant devenir forcément les meilleurs amis du monde, hein, c'est pas l'objet. Mais au niveau professionnel, on trouve que ça fonctionne mieux. Après, comment mettre ça dans une équipe ? Soit effectivement, il y a la chance de pouvoir former, ou en tout cas que tout le monde puisse lire le bouquin, parce que c'est pas forcément que de la formation ou du coaching, mais prendre connaissance de la méthode. Et puis sinon, s'il n'y a pas moyen de faire ça, c'est simplement soi-même en pratiquant, parce qu'en modélisant quelque part, en pratiquant vraiment bien la méthode et en montrant aux autres que ça marche, sans forcément aller leur dire voilà je fais ça comme ça, etc. Mais juste montrer que soit on s'en sort, ça va forcément les intéresser. Il y a une autre chose, je voulais juste faire un petit point sur la question d'avant, un autre truc aussi qui fait qu'on tombe du wagon. Oui. Un autre truc qui fait qu'on tombe du wagon ou du vélo, souvent c'est dans les périodes de grosse charge, c'est-à-dire qu'on commence à installer GTD. Au début, ça va bien, puis pom, on se prend un coup de bourre, et là, dans la panique du moment, on arrête de maintenir sa liste, on arrête de noter les choses, c'est parce qu'on a l'impression qu'il faut tout faire tout de suite quand ça arrive, et du coup, forcément, on arrête de mettre la méthode en place. Et je voulais mentionner ça parce que un des marqueurs de maturité de l'utilisation de la méthode, c'est justement quand tout d'un coup, un coup de maelstrom arrive, on s'accroche à la méthode. Quand on voit que les gens s'accrochent à la méthode dès que la charge de travail augmente, on sait que là, c'est gagné. C'est le signe de maturité que la personne, vraiment, elle a compris l'intérêt de GTD, qui est vraiment de s'en sortir davantage, justement dans ces moments-là, et pas que dans les moments où tout va bien. C'est un peu comme essayer d'avoir un super bateau, forcément un super bateau tout bien rangé, etc. Quand la mer est calme et le soleil brille et le vent est tranquillou, oui, super. Mais l'intérêt d'avoir bien préparé son bateau, son voyage, son terrain, va se sentir quand on va être dans la tempête. La méthode GTD, c'est la productivité sans le stress. Moi, je sais que j'ai mis en place GTD, bon, ça marche plus ou moins, mais je me sens toujours stressé par rapport à ce que j'ai à faire. Alors, pourquoi ? Alors, ma première question, est-ce que tu fais ta revue hebdo ? Pas de manière hebdomadaire, un peu moins souvent. Voilà, un peu moins souvent. Donc c'est un premier fait. C'est juste mécanique, hein. C'est pas. C'est le fait d'avoir confiance dans tes listes. Le stress va venir d'où ? Le stress par rapport à ce qu'on a à faire vient du fait qu'on a peur d'en oublier et qu'on a peur de ne pas arriver à tout faire en même temps. Et évidemment, le stress se relâche à partir du moment où le cerveau a confiance que tout ce qu'il y a à faire est rangé dans un endroit, et dans le fait qu'évidemment que ça lui sera présenté au bon moment. Tu sais, c'est la technique de la porte d'entrée. Tu sais, quand tu demandes aux personnes, voilà, vous avez une valise à portée de main au bureau, où est-ce que vous allez la mettre pour être sûr de ne pas l'oublier ? Et invariablement, on va te répondre des choses comme devant la porte d'entrée, ou sous l'aile de la voiture, où je pose mes chaussures dessus. Enfin voilà, on va trouver des astuces, des techniques comme ça, qui font que tout d'un coup, une fois que tu as mis ça en place, alors même que le fait d'apporter la valise peut être super important pour la carrière, on n'y pense plus de la soirée parce que voilà, c'est réglé quelque part. On a réglé ça, on sait qu'en mettant la valise devant la porte, de toute façon, on est chez nous, donc on va sortir par la porte. On n'est encore jamais sorti par la fenêtre. Et donc, en sortant par la porte, on va voir cette chose-là, et cette chose-là va nous rappeler ce qu'il faut en faire. Et donc, de toute la soirée, on n'a pas besoin de s'en rappeler. Et donc, on n'est pas stressé par rapport à ça. C'est exactement la même chose avec GTD. C'est-à-dire que toutes les actions qu'on a à faire, on en fait quelque part des balises qu'on va mettre devant les bonnes portes. Et du coup, on n'a plus besoin. Pourquoi on n'a plus le stress ? Parce qu'on sait que la chose à faire nous sera rappelée quand ça sera le meilleur moment pour la faire. Et donc, j'ai plus besoin de m'en rappeler. Alors, il y a effectivement la question de la revue hebdo. Après, dans mes projets, c'est vrai que la méthode conseille plutôt de ne mettre qu'une action suivante. Or, il y a des projets sur lesquels j'aurais envie de mettre tout un tas d'actions pour pas en oublier, et puis pour voilà. Donc, j'ai des projets sur lesquels quand je planche, une seule action ne suffit pas à me rassurer sur le fait que j'ai bien engrammé, que j'ai bien noté ou que j'ai bien traité le projet. Ouais, j'entends bien. C'est une super question. C'est une super question parce qu'elle est source d'incompréhension souvent au départ. La méthode ne dit pas de ne pas faire, de pas mettre dans un endroit toutes les actions. Ce que la méthode dit,
demande en tout cas, ou invite à faire, c'est, si je veux avancer sur le projet, c'est d'identifier la prochaine action et celle-là de la mettre sur mes listes de prochaines actions. C'est-à-dire qu'en fait, mes listes, tu vois, qui sont rangées par contexte, ne contiennent, elles, effectivement, que des prochaines actions. Maintenant, je te rejoins tout à fait que sur certains projets, on a besoin d'avoir beaucoup plus que ça. On a besoin d'avoir toute la série d'actions, soit parce qu'on les a déjà et nous viennent quand on pense au projet, soit parce qu'on sait qu'il faudrait les faire parce que le projet il va s'étaler sur quelques mois et il contient tout un tas d'actions, de phases, pourquoi pas de schémas, de schémas critiques, de Gantt, etc. Et donc on a besoin de faire ça. Mais ce sont deux travails différents, c'est-à-dire que même si je fais tout le plan d'action de tout ce qui doit se passer, de tout ce qui doit arriver entre le début et la fin, tout ça, ça va faire partie de ce qu'on appelle le support projet, c'est-à-dire c'est des éléments qui vont aller dans le dossier de mon projet et qui me servent à travailler sur ce projet-là. Donc tu peux très bien prendre un projet et te faire une planification naturelle, dont je sais que tu les adores, faire, tu vois, cette méthode de planif naturel, et puis comme ça tu te sors avec toutes tes actions, tes sous-actions, tes sous-sections de choses à faire, etc. Et donc tu as tout ça, tu as ton projet qui est carrément très délimité, soit dans le temps, soit d'ailleurs dans ce qu'il faut faire. Par contre, c'est vrai que sur les listes de prochaines actions, tu n'iras mettre que la prochaine, parce que c'est celle-là qu'on veut voir. On veut pas voir la 5e s'il faut que j'en fasse 4 avant, parce que ça sert à rien. On veut juste la prochaine. Parce que moi, ce que j'imaginais, c'était que c'était déjà même pas bon de les imaginer. Ah non. Non, heureusement, on a tout à fait le droit de... C'est pas une méthode qui contraint tant que ça, hein. GDD. Non, t'as le droit de penser, et on va jamais s'interdire de penser à un truc. Par contre, on va essayer de pas y penser 2 fois. Sauf si ça nous amuse. Donc il y a des projets, il y a des horizons, il y a des actions, il y a des actions, des tâches. Comment est-ce qu'on peut lier tout ça dans quelque chose de logique sur un outil, un gestionnaire de tâches, quoi, un outil électronique. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour tout le monde de faire ça. Alors je dis, chacun fait comme il veut évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûr que le bénéfice qu'on retire de ça vaille l'investissement que ça va demander en temps au départ et en maintenance par la suite. Après, il y a des gens qui ont besoin de ça, de relier, etc. Mais souvent, ce que j'observais, c'est que souvent c'était un peu un manque de confiance dans le fait d'arriver à relier les choses entre elles. Pourquoi je pense que c'est pas forcément une bonne idée? Parce qu'en fait, le point commun entre tout ça, c'est vous. C'est-à-dire que c'est soi-même. Je suis le point commun entre qui je suis et les actions que je fais au quotidien et les projets que j'ai et mes zones de responsabilité, etc. Tout ça, c'est moi. C'est-à-dire que ce que je veux dire finalement, c'est que je sais pourquoi je fais ce que je suis en train de faire. Et je sais pourquoi j'ai tel projet, parce que c'est un projet que j'ai pris, parce que ça fait partie de mon métier, parce que etc. C'est-à-dire que j'ai pas forcément besoin de relier tout le temps tout à tout. Ce qui est important de relier en général, c'est les projets et les actions. Le projet en soi, c'est jamais rien qu'un fil rouge qui permet de relier ensemble des actions qui toutes concourent à la réalisation du même objectif. Tu vois, c'est une construction mentale, un projet. Personne ne fait de projet. Dans le monde dans lequel on vit, dans le monde physique concret, la seule chose qu'on peut faire, c'est vraiment des actions. Et c'est ces actions, une fois que j'en ai fait un certain nombre, qui font que j'ai atteint le résultat que je voulais, et que donc mon projet est terminé. Mais déjà, un projet, c'est une construction mentale, mais c'est important d'arriver à rassembler entre elles ces actions-là. Et c'est donc quelque chose qu'on fait spontanément. Je veux dire, même en dehors de GTD, la plupart des gens ont des dossiers projets qui contiennent tout ce qu'il y a à faire sur le projet. Mais qui n'est pas obligatoire non plus. C'est-à-dire que, encore une fois, le point commun, c'est moi. C'est-à-dire que je peux très bien avoir un gestionnaire de liste et puis savoir à quel projet appartiennent chacune des actions que j'ai à faire. Typiquement, c'est ce que j'avais quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, moi, je me rappelle, c'était sur un BlackBerry. J'avais une application que j'avais trouvée qui était très sympa sur BlackBerry, qui était pourrie sur iPhone, mais qui était vraiment très sympa sur BlackBerry, qui s'appelait To Do Matrix. Et vraiment, c'était génial. Mais c'était un gestionnaire de liste. C'est-à-dire que j'avais ma liste, j'avais eu, comment dire, un dossier, c'était ma liste de projets. Donc j'avais juste une ligne par ligne, c'était le nom du projet, hein. C'était juste ça, même pas les détails du projet. Et puis j'avais mes autres dossiers, mes autres listes, c'était des listes de contexte. Mais je sais bien d'autant si je détaille mes actions, si je mets appeler Samira machin pour y lire ça, quand je lis cette action-là, je sais à quel projet ça appartient. Tu vois, c'est pas du tout une méthode qui décérèbre. C'est pas parce qu'on sépare physiquement le projet de son action que tout d'un coup on perd le lien. Le lien, c'est moi. Donc il y a quelque part un côté manque de confiance en soi. Faites-vous confiance, c'est le mot que j'ai envie de dire. Vous savez pourquoi, quand vous verrez l'action, vous pourrez me dire à quel projet ça appartient. Les quelques cas où ça peut être pas évident, c'est pour les projets qui sont qui vont être très récurrents, très généraux. Si je prends, tu vois, les formations, on fait tout un tas de formations, c'est toujours la même chose, une formation. Et donc forcément, si je mets dans mon action rédiger la convention de formation, voilà, si je le mets juste comme ça, je ne sais pas à quoi ça appartient. Donc c'est vrai que pour le coup, je peux avoir envie de relier ça au nom du projet, comme ça je sais pour quel projet c'est. Mais maintenant, si j'ai pas la possibilité de faire ça et que je mets
un peu plus long, tu vois. Rédiger la convention pour telle société, pour telle formation, voilà, c'est bon, j'ai plus besoin de le relier, je sais à quoi ça appartient. Donc pour moi, c'est ça qui fait que c'est pas la peine de relier toutes les choses ensemble. Tu vois, je sais que tel projet, si on me demande, je vais dire, bah oui, ça c'est telle zone, ça c'est telle zone, ça c'est telle autre zone. Et puis, par contre, ce qui est intéressant après au niveau des horizons élevés, mais là c'est pas forcément quelque chose qu'on va gérer non plus dans un logiciel, encore qu'on peut si on a envie, c'est d'étendre toutes ces zones. Tu vois, ma zone parent, ma zone parent là, elle existe là aujourd'hui, tu vois, vis-à-vis de mes enfants. Il y a des choses dedans, il y a des projets, etc. Mais comment j'imagine cette zone à 3 ans? Comment j'imagine cette zone à 5 ans, 10 ans, etc. Comment je veux habiter cette zone-là? Comment je veux habiter la zone santé, par exemple, ou spiritualité, si j'ai une démarche spirituelle? À 3 ans, à 5 ans, etc. C'est aussi comme ça qu'on peut servir des horizons. Mais là, ça dépasse un peu le cadre de la question. Pro et serein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et pourquoi pas à nous laisser un commentaire soit sur votre plateforme préférée, soit même sur le forum du site www.proetserein.com qui est en accès libre à la lecture. Restez pro, restez serein et nous vous retrouvons au prochain épisode.